Merci Amélie. Alors, messieurs, dans ce débat, nous allons respecter l'équilibre du temps de parole. Si vous voulez réagir à chacun de ces sujets, je vous invite donc à être concis, bien sûr, dans vos réponses, à cerner l'essentiel de façon assez claire pour que l'on comprenne bien vos intentions politiques. Alors, premier thème dans cette première circonscription d'Indre-et-Loire, quel pouvoir d'achat pour demain? Principale préoccupation, vous le savez, à l'heure actuelle dans les territoires. Qu'est-ce que vous, en tant que potentiel député de la première circonscription d'Indre-et-Loire, vous souhaitez mettre en place tout simplement pour aider les concitoyens, vos concitoyens, à soulager ces fins de mois qui peuvent être difficiles, angoissantes, lorsque l'argent vient à manquer? Philippe Chalumeau, je vous donne la parole. Vous êtes député sortant. Merci. Effectivement, la question du pouvoir d'achat est très importante pour nos concitoyens et je crois que après les élections législatives passées, un projet de loi de finances rectificatif centré sur le pouvoir d'achat est prévu par le président de la République et la Première ministre aujourd'hui, c'est-à-dire extension du bouclier anti-inflation, blocage des prix de l'énergie qu'on a déjà fait depuis le mois de février, donc blocage du prix du gaz, de l'électricité, revalorisation du SMIC, revalorisation des retraites, revalorisation du point d'indice, chèque alimentaire. Voilà un certain nombre de mesures aussi également très ciblées, notamment sur la mobilité, avec un chèque mobilité. Ça, c'est un programme national, purement, oui. C'est clair. Vous avez l'élu a un statut national, bien sûr, mais localement, dans une circonscription, quels sont les leviers? Le programme national, si vous voulez, il s'applique aux Tourangelles et aux Tourangeaux. Quand on bloque le prix d'électricité, je crois que les Tourangelles et les Tourangeaux en profitent quand même largement. Donc c'est bien la politique nationale qui permet à nos concitoyens dans la ville de Tours de pouvoir bénéficier de mesures qui leur permettent de lutter contre l'inflation et le pouvoir d'achat. Et moi, je me battrai pour ça parce que je pense qu'effectivement, la question de l'inflation est un sujet important, la question de l'accès à la mobilité est un sujet important, la question du prix de l'énergie, on le voit quand on interroge les entreprises. Moi, j'étais à la CAPEB la semaine dernière. Quand on interroge le territoire, il y a des gros sujets justement de compétitivité, de pouvoir d'achat. Et je pense que seuls les dispositifs législatifs nationaux peuvent permettre d'impulser des dynamiques locales. Regardez, pendant la crise de la gestion du risque sanitaire, nos concitoyens ont été accompagnés et je ne doute pas qu'on le fera également de manière précise et importante dès Charles Fournier, cet été. Pour la NUP, sur cette première circonscription, le pouvoir d'achat. Le rôle d'un député, c'est de faire l'aller-retour entre la réalité du terrain et la fabrique de la loi. Et il se trouve que dans notre circonscription, un habitant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Et la moitié vivent avec des revenus extrêmement modestes. Donc effectivement, c'est un sujet majeur, y compris pour notre première circonscription. Et c'est une réalité d'ailleurs dans cette première circonscription d'Indre-et-Loire. Et c'est plus haut que la moyenne nationale. Et pour ça, il faut des mesures structurelles. Il ne faut pas des mesures d'ajustement temporaire. Il faut le blocage des prix. Mais le blocage des prix, ça permet de faire payer le capital et non pas simplement utiliser l'argent public pour réguler des situations difficiles. Il faut augmenter les salaires. Il faut passer le SMIC à 1 500 € dès le début du mandat. Et puis, il faut aussi envisager une revalorisation des pensions de retraite et la retraite à 60 ans et non pas à 65 ans comme ça nous est annoncé, qui évidemment posera des difficultés et toujours pour les plus vulnérables, qui sont plus fragiles, évidemment plus fragilisés, qui travailleront plus longtemps, qui ont les métiers les plus pénibles et qui seront les victimes d'une telle réforme. Les gens les plus fragilisés, Thomas Joanneau, à Lutte ouvrière, j'imagine que vous êtes à peu près dans la même veine. C'est sûr que la flambée des prix, c'est une dégradation catastrophique de plus pour une situation des travailleurs qui était déjà désastreuse. Alors la première chose que les travailleurs ils doivent avoir en tête, c'est que cette inflation déjà elle tombe pas du ciel. C'est pas que la faute à la guerre ou la faute à Poutine. C'est d'abord des grands groupes capitalistes qui profitent de l'aubaine, qui profitent de l'occasion pour augmenter leur marge de bénéfice sur notre dos. Total, là ils ont annoncé 5 milliards de bénéfices rien que pour le premier semestre. Ils vont battre leur record déjà scandaleux de l'an dernier. Et c'est pas que les fins de mois qui sont difficiles pour les travailleurs. C'est chaque semaine, chaque fois qu'il faut remplir le frigo, chaque facture à payer, chaque fois qu'il faut faire le plein. Alors face à ça, c'est pas des mesurettes, c'est pas des primes, c'est pas des projets de loi, c'est pas des boucliers gouvernementaux qu'il faut. C'est la question des salaires, le seul levier pour nous protéger de la baisse de notre pouvoir d'achat. La hausse de tous les salaires. Olivier Le Breton, est-ce que la politique d'Emmanuel Macron a obéré ce pouvoir d'achat des Français ? Et notamment ce que vous voyez dans cette première circonscription d'Indre-et-Loire. Bien évidemment.
Il suffit d'être sur le terrain pour bien comprendre que la politique, depuis 5 ans, n'a pas augmenté le pouvoir d'achat des Tourangeaux et des Français en général. Moi, je pense aux classes moyennes, vous savez, quand je pense au pouvoir d'achat. Je pense à ces gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin. Classes moyennes, encore une fois, qui sont sur ce territoire de la première circonscription très présentes. Je tiens à le préciser. On est en zone très urbaine, mais elles sont très présentes. Et c'est pour ça que je dis, moi, je pense aux classes moyennes, qui travaillent. Il est inadmissible, pour tout vous dire, que dans ce pays, des gens qui travaillent à plein temps, qui donnent de leur sueur, qui se lèvent tôt le matin, finissent des fins de mois, ont des fins de mois très difficiles, et malheureusement, les fins de mois commencent souvent le 15 du mois. Les raisons, on les connaît, en partie, particulièrement où elles sont accélérées depuis ces dernières années. Le logement à Tours a explosé. Le Covid n'a pas aidé, évidemment, mais le logement à Tours a explosé. Ça devient une part qui est prépondérante. Il faut dire que du côté de Tours, il y a une spécificité, puisque nous sommes en train notamment, et l'axe autoroutier, nous sommes très proches de la région parisienne. On a eu beaucoup de franciliens qui sont arrivés en Touraine. Bien sûr, tout à fait. Donc avec une flambée et les prix ont augmenté. C'est vrai que quand on vend un appartement à Paris, c'est beaucoup plus facile de se loger et de trouver grand en Touraine. Tout à fait. Et donc les prix ont flambé. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense aussi à l'essence. Enfin, quand je suis venu ici, de venir à Tours pour aller à Orléans, j'ai encore mis le plein d'essence à 2 € du litre. Enfin, à un moment, il faut faire quelque chose. Il est anormal que l'État s'enrichisse quelque part. Parce que le prix du brut est plus élevé, que l'État s'enrichisse. Donc, il faut arrêter cette taxe sur la taxe. Et puis aussi, je crois aussi, c'est important de penser aux heures supplémentaires. Aujourd'hui, il faut revenir à une défiscalisation totale des heures supplémentaires sans limite. C'est important pour le pouvoir d'achat. Je pense aussi aux retraités. Aux retraités, il est indigne dans notre pays que des retraités soient en dessous du seuil de pauvreté. Il faut, quand on parle de salaire, certains donnent des chèques, d'autres proposent des SMIC à 1500, 1600 €, ça dépend des semaines. Il faut que la campagne s'arrête vite, parce que sinon Mélenchon proposera des SMIC à 2000 €. À un moment, il faut faire quelque chose de sérieux, il faut être raisonnable. La défiscalisation des heures supplémentaires, moi je pense à ces classes moyennes et à leur pouvoir d'achat qui est obéré depuis vraiment... François Dupont, pendant la présidentielle, Marine Le Pen a vraiment axé sa campagne sur ce pouvoir d'achat des Français, et notamment de ces classes moyennes. Quel est votre discours et quel levier souhaiteriez-vous sur lequel vous souhaiteriez agir dans cette première circonscription dans laquelle vous candidatez? Oui, je crois que Marine Le Pen a effectivement été désignée pendant cette présidentielle comme étant la seule et unique candidate à vraiment défendre le pouvoir d'achat des Français. Parlez-nous de vous maintenant. Oui, mais vous savez, quand on est député, pour faire un groupe politique, il faut être au moins 15 députés pour avoir ne serait-ce qu'un impact dans l'Assemblée nationale. Donc tout ce qui s'applique aux Tourangeaux, vous l'avez dit, Monsieur Chalumeau, s'étend à la France entière et au national. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre le cas parce que effectivement, on peut dire oui, le pouvoir d'achat des Français a baissé. Et c'est vrai, il y a de plus en plus de Français qui, le 15 du mois, se retrouvent avec rien. Une fois le loyer payé, les courses, enfin bref, beaucoup trop de pauvres dans notre pays. Alors, je vais vous prendre le cas de l'essence. L'essence, voilà, je vais reprendre votre exemple. Un plein, vous mettez 50 litres dans votre voiture, on va dire à 1,90 € le litre, vous arrivez à une centaine d'euros. Le SMIC, il est à combien aujourd'hui? Il est à 1200, 1270. C'est 10%. C'est 10% qui partent dans le plein d'essence pour un seul plein et un unique plein. Donc c'est véritablement catastrophique. Nous, notre proposition, elle est simple. Enfin, moi, ma proposition, elle est simple, puisque je la défendrai si je suis élu à l'Assemblée nationale. C'est de réduire la TVA sur toutes les énergies. On passe de 20% à 5,5%, que ce soit le carburant, l'électricité, le fuel, etc. Nous les ferons passer, nous les ferons réduire. En ce qui concerne le SMIC, monter le SMIC, nous pensons que c'est une grosse erreur. Pour la simple et bonne raison, c'est que les TPE, PME, comment elles vont faire? Si on leur monte à 1500, eux, ils doivent davantage payer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont licencier. Non, nous proposons une chose qui va être d'augmenter jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%. 3 fois Jusqu'à 3 fois le SMIC, c'est-à-dire qu'un employé qui gagne 1500 € pourrait être augmenté de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfaitement. Et en quel cas, l'employeur sera exonéré avec des cotisations patronales sur cette augmentation. Thomas Joanneau, ça vous fait réagir? Oui, parce que je crois qu'il faut que les travailleurs, ils écoutent surtout pas ceux qui leur prêchent de serrer la ceinture et de se contenter du SMIC. Le SMIC, on ne peut pas s'en sortir à moins de 2000 € par mois. C'est Castex qui l'a dit lui-même, je termine, c'est Castex qui l'a dit lui-même au moment de la prime inflation à l'automne dernier. 2000 € aussi pour les pensions, pour toutes les allocations qui permettent
permettre aux travailleurs de vivre. Cofidis a chiffré la semaine dernière à 490 € par mois ce qui manque sur la feuille de paye de tous les salariés en moyenne. Charles Fournier, je vous vois bouillir. Là. Oui, alors peut-être simplement dire que si la proposition sur le SMIC est augmentée, c'est pour tenir compte de l'inflation. On nous annonce une inflation à plus de 5% au mois de juin, et donc évidemment, il faudra que les salaires suivent la situation. C'est 9% en avril. La situation de l'inflation. Et puis je voudrais ajouter que pour pouvoir accompagner tous les Français sur ces sujets, c'est pas simplement en s'attaquant à la TVA. Il faut la revoir de manière profonde. C'est un impôt profondément injuste qui favorise les plus riches, qui peuvent consommer beaucoup par rapport aux plus pauvres, qui évidemment sont pénalisés par cet impôt. Il faut une fiscalité qui soit en même temps une fiscalité écologique et sociale, et qui permette d'encourager d'autres modes de transport. Moi, je suis venu en train, je suis venu en tramway, alors ça ne m'a pas coûté le prix que vous indiquez. Il faudrait que ça soit encore moins cher pour qu'on puisse le faire facilement partout. Et ça, c'est des véritables alternatives. Philippe Chalumeau, vous qui représentez la majorité présidentielle, qu'est-ce que vous répondez à ces invités qui tirent à boulet rouge sur la politique du gouvernement ? Oui, je comprends. Moi, effectivement, le sujet de l'inflation, je partage aussi le fait que l'inflation est importante et que le reste à vivre a considérablement diminué. Et bien évidemment, il faut faire quelque chose. Après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est avoir une politique publique qui est efficace. Est-ce que le quoi qu'il en coûte pour les entreprises peut être également un quoi qu'il en coûte pour les familles ? Je vais déjà développer, M. Leroy, si vous me le permettez, par exemple, une mesure qu'on a envie de mettre en œuvre qui s'appelle la solidarité à la source. Vous savez, vous avez en France des gens qui bénéficient d'aide sociale normalement et qui finalement ne les touchent pas. Ça s'appelle le non-recours. Ça touche des millions de personnes en France. Et donc, on veut mettre en place la solidarité à la source. La solidarité à la source, c'est quoi ? C'est-à-dire, vous avez droit à une aide. Vous la touchez automatiquement parce que vous êtes référencé. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la prime d'activité au moment de la crise des Gilets jaunes, où les gens avaient droit à la prime d'activité 150 € et finalement ne la touchaient pas parce qu'ils ne la demandaient pas. Justement, donc cette fois-ci, peut-être Monsieur Leroy, on va la donner automatiquement. Oui, parce qu'il y a un déficit d'information. Je vais juste aller un petit peu plus loin parce que le fait de la donner automatiquement permet aussi de régler les questions de contrôle. Parce que quand vous connaissez parfaitement la situation d'une personne et qu'elle a droit à une aide, vous lui donnez. Vous allez voir que des gens vont avoir une aide parce que c'est normal. Quand on a droit à quelque chose, on doit l'avoir. Et donc cette chose-là, c'est l'impôt à la source qui permet de connaître la situation des personnes, qui va permettre de faire la solidarité à la source. Ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat importante. La prime Macron, qu'on a donnée, une prime qui est défiscalisée, désocialisée. C'est-à-dire chaque entreprise peut donner jusqu'à... Vous pouvez donner jusqu'à 1 000 €, on va la multiplier, on pourra aller jusqu'à 6 000 €. La prime Macron, c'est une prime désocialisée, défiscalisée. Quand vous la touchez, c'est directement du pouvoir d'achat. Voilà, écoutez, je vous me permettez d'avoir J'entends bien. Olivier Le Breton. J'entends bien. Sur ces questions-là. Olivier Le J'entends Breton. bien, mais le français, vous savez, c'est comme l'agriculteur. Il ne veut pas vivre de primes. Il ne veut pas attendre l'aumône d'un gouvernement. Lui, il veut gagner son salaire, honnêtement, finir une fin de mois digne. Il n'attend pas la prime. Il n'attend pas l'exception. C'est l'entreprise qui la donne. Il n'attend pas l'exception. Charles Fournier, pour une dernière intervention sur ce domaine. J'entends beaucoup parler de défiscalisation et en même temps, on va développer les services publics, on va répondre à toutes les problématiques de nos concitoyens. Il n'y a pas de service public sans ressources pour l'État. Et donc, toute défiscalisation grève la capacité de l'État à proposer des services publics, à avoir accès aux transports en commun partout dans le territoire, à pouvoir vivre dignement. Oui, alors c'est une réalité, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Là. Non, c'est essentiel. Et tous les encouragements qui vont évidemment éviter toute fiscalité, il faut une fiscalité progressive, juste et équitable, mais elle est indispensable pour faire vivre nos services publics. Messieurs, nous poursuivons notre focus sur la première circonscription d'Indre-et-Loire. Je vous propose maintenant, certes, nous ne pouvons pas être exhaustifs en 35 minutes, c'est normal. Je vous propose maintenant quelles propositions pour la santé. Les Français, bien sûr, sont très attachés à leur système de soins, il faut bien le reconnaître, malgré son excellence, est en grande difficulté. Je veux parler du manque cruel de généralistes, de spécialistes dans les villes, de suppression de lits dans les hôpitaux. C'est une réalité, c'est caractéristique à Tours. Des urgences totalement saturées, un manque toujours plus grand de personnel soignant, d'un secteur psychiatrie, on l'oublie souvent, qui est délabré. Notre savoir-faire médical est excellent, ça on ne peut pas le renier, il est mondialement reconnu, mais pour y accéder, c'est un chemin de croix. Alors ma question, elle est toute simple. Comment un député peut-il peser sur ce dossier crucial pour les habitants et quel levier vous pourriez utiliser si vous êtes élu le 19 juin ? Monsieur Joanneau, par exemple. Déjà, il faut commencer par écouter les travailleurs qui sont les premiers concernés. La situation catastrophique de la santé, les travailleurs des hôpitaux, les personnels des EHPAD, ça fait des années qu'ils tirent la sonnette d'alarme.
et qu'ils n'ont pas été écoutés. Alors aujourd'hui, après 2 ans de crise sanitaire, après le passage de bien des gouvernements qui ont tous mené la même politique de restriction sur la santé, d'économie de personnel, de demander aux établissements à fonctionner sur des critères de rentabilité, mais on est dans une situation comme celle de Bordeaux, où les urgences vont fermer la nuit, où de plus en plus de gens qui ne demandaient qu'à soigner... Il n'y a pas qu'à Bordeaux, en Indre-et-Loire, par exemple, à Chinon ou à Amboise, il y a des fermetures. Et il y a des mobilisations. C'est ça. Les travailleurs, eux, ceux de la santé le sentent très bien, par leur épuisement, par leur stress, ils font le travail de 2 ou 3. Il faut répartir le travail entre tous. Il faut des embauches massives. J'aimerais bien vous entendre, il y a du chômage, il faut embaucher. Sur cette question de la santé. Alors, la santé, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement primordial, même dans notre région, parce que je le rappelle juste, on est la pire région de France au niveau des aires médicales. On est le plus grand désert médical. On est le plus grand désert médical de France, pardon. 100 000 habitants pour 350 praticiens et 98 médecins généralistes. C'est une catastrophe en réalité. C'est bien de le constater, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, moi j'aimerais un peu parler à M. Chalumeau, puisque ce dernier a voté pour la suspension des 15 000 soignants, quand même, qui se retrouvent sans salaire depuis le mois de septembre. Nous, la première mesure que l'on fera... Là, vous faites référence aux soignants qui ont été suspendus parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés pendant... Oui, non, mais c'est important pour nos téléspectateurs, comprenez. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on veut déjà réduire le désert médical, il faut avant tout garder nos soignants. C'était quand même eux qui étaient les premiers sur la ligne, sur le front, entre guillemets. C'était eux qui se battaient pour que certains patients survivent, etc. Nous, la première mesure qu'on fera, ça va être de les réhabiliter et de leur redonner leur salaire qu'ils n'ont pas perçu depuis le mois de septembre. Je le rappelle juste. Philippe Chalumeau, sur cette question, parce que vous êtes directement attaqué. Vous avez voté la question de l'obligation vaccinale. On a décidé de rendre obligatoire le vaccin pour les personnels soignants parce qu'on a considéré qu'un personnel soignant qui transporte une personne âgée, quand on est vacciné, je vous rappelle quand même qu'on diminue par 10 son potentiel contaminant. Donc si vous emmenez une personne âgée, que vous êtes vous-même contaminé, que vous la contaminez, on a considéré que ça n'assurait pas la sécurité des patients. C'est pour cette raison qu'on a exigé la vaccination obligatoire pour les personnels soignants. Non, mais après, si les gens veulent pas se vacciner, ils changent de métier. C'est pas compliqué. Moi, je suis médecin, si vous voulez. Je suis désolé. Je suis vacciné et je pense que c'est mon devoir de médecin. On est d'ailleurs vacciné contre l'hépatite B. Quand on est professionnel de santé, on a des devoirs. Et donc, la vaccination fait partie de ce... Oui, mais moi, j'y étais aussi, monsieur. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, sur la question sur la question... Vous terminez votre propos, ensuite Olivier Le Breton et ensuite monsieur Fournier. Sur la question de l'accès aux soins, ici en région Centre-Val de Loire, c'est effectivement une catastrophe, mais il faut savoir quand même que simplement 29% des internes qui sont formés ici en région Centre-Val de Loire s'installent en région Centre. Il y a un problème d'attractivité de la région. C'est exact. Je dis ça il y a une fuite simplement des soignants. 29%. Donc il y a un sujet attractivité. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a supprimé le numerus clausus. En fait, on a une pénurie. On essaye de gérer cette pénurie. Monsieur, j'étais moi-même, quand je suis arrivé en 2017, il y avait 220 simplement personnes qui passaient en deuxième année. Et on a fait pas mal d'actions auprès du Premier ministre. On a réussi à monter à 255 et cette année, c'est 350 médecins qui vont passer en deuxième année. On a créé une nouvelle fac de médecine. On va vous savez mieux que moi qu'il faut 12 ans pour former un médecin. Comment vous gérez On a supprimé le numerus clausus, on a monté à 350. Il faut attendre un peu. Olivier, il faut faire des... Oui, mais pendant 12 ans, c'est difficile de soigner. Comme vous le dites, rendez-vous dans 12 ans. La santé n'a pas le temps d'attendre. Oui. Donc je vous le dis, la santé n'a pas le temps d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On a tous été ici, les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, tous été confrontés à l'hôpital. Nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nous-mêmes. On a tous un point commun. Qu'est-ce que l'on fait pendant 10 ans ? Je finis, monsieur. Quand on sort de l'hôpital, on se dit quoi ? 95% du temps. Le personnel soignant est formidable. Bien sûr. Moi, je me souviens, à l'époque du Covid, à 20h, moi, j'oublie pas, on les applaudissait. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour ça ? Pas grand-chose. Le Ségur, j'ai pas compris. Il faut vite, c'est une urgence. En venant jusqu'à Orléans dans la voiture, j'écoutais la radio et ils sont déjà en train de faire revenir des infirmières, on les voit à la télévision, de faire revenir des infirmières sur leur congé. Enfin, dans quel pays on est ? À un moment, on a un État qui doit être grand là-dessus sur la santé. On met beaucoup d'argent sur la santé. Le vrai souci de l'hôpital, c'est que l'hôpital aujourd'hui, c'est une usine administrative. Aujourd'hui, on est recordman d'Europe. 35%, plus de 35% du personnel qui travaille dans les hôpitaux sont du personnel administratif et technique. Il faut remettre non pas l'église au milieu du village, il faut remettre
le soignant au milieu de l'hôpital. Charles Fournier, vous êtes très en retard dans les chronos. Après la déception du Ségur, même si l'ambition de revalorisation des rémunérations était une bonne chose, mais elle ne va pas assez loin, le nombre ne va pas assez loin. Il faut saluer ces efforts du Ségur. Je salue l'intention, mais pas le résultat. Oui. Et d'ailleurs, toutes les évaluations montrent la déception par rapport à ce plan. Moi, je pense d'abord qu'il faut protéger nos concitoyens et que 100% des habitants doivent avoir accès à la sécurité sociale garantie. C'est quand même un enjeu. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne se soignent pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est insupportable. Le deuxième élément, c'est qu'il faut un hôpital public digne de ce nom. Il faut embaucher, pas 15 000. En réalité, 7 500 personnels en plus. C'est 100 000 qui sont nécessaires à l'hôpital si on veut un fonctionnement normal. Et puis ensuite, sur la lutte contre les déserts médicaux, je crois qu'il faudra aussi de la contrainte. La dernière année d'internat et les 2 premières années d'exercice, il faudra réguler pour que les personnes s'installent dans les zones carencées. Il faudra aussi un conventionnement qui soit adapté à la situation et empêcher de s'installer là où on a beaucoup de monde. Regardez en région centre, les déséquilibres sont partout à l'intérieur de la région centre. Mais même dans les centres-villes comme à Tours, c'est difficile de trouver un généraliste si vous êtes un nouveau patient. Mais il faut pouvoir intervenir. C'est ça qu'on peut faire dans l'urgence. Donc que font les gens? Ils vont chez SOS Médecins ou aux urgences? C'est pour ça qu'il faut agir en plus de toutes les mesures. Et enfin, il faudra explorer aussi ce qu'a fait la région centre, c'est-à-dire la médecine salariée. Moi, ça fait très longtemps que je le défends. Tout le monde était contre cette idée. L'exemple, c'est juste à côté de Tours, c'est à Saint-Pierre-des-Corps, par exemple. Bien sûr, il faut aussi aller sur ce terrain-là et il faut agir pour maintenant, pas simplement dans 12 ans. Il y a aussi des réponses à amener maintenant. Il faut aussi réguler l'installation. C'est une nécessité. Tout le monde doit y contribuer. Monsieur Ducamp, vous êtes en retard dans les temps du plateau. Ne vous inquiétez pas, je vais le rattraper. Non, mais encore une fois, les urgences sont remplies. Il y a des patients qui meurent aux urgences. Là, vous l'avez très bien, c'est M. Fournier qui avait dit, le CHRU de Chinon va fermer ses portes jusqu'à fin mai. Nous proposons, c'est très simple. Pour les soignants qui arrivent à l'urgence, il faut d'abord les traiter avant qu'ils arrivent à l'urgence, sinon les urgences sont débordées et ils ne peuvent pas traiter les éventuelles urgences. Faut-il filtrer? C'est une question d'actualité. Faut-il filtrer à l'entrée des urgences? Il faut filtrer les urgences, mais attention, intelligemment. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des partenaires généralistes qui, eux, assureront quand même une certaine écoute avec les patients. Les urgences les enverront directement vers les généralistes. Vous savez qu'en plein milieu de la nuit, les généralistes n'assurent plus de garde, il n'y a plus que le 15. Mais il faudra développer les maisons de santé, il va falloir développer la télémédecine. Enfin, il y a tout un tas de leviers qu'on peut actionner pour justement désengorger les urgences et redonner un peu... On va donner la parole à M. Joanneau. Vous remarquez quand même que dans toute cette période, si on a décrété le quoi qu'il en coûte, c'est pas pour l'hôpital, c'est pas pour soigner les gens, c'est pas pour la guerre contre l'épidémie, c'est pour que les grandes entreprises traversent cette période sans y laisser de plume et sans coup férir. Alors ça juste une société capitaliste quand même, qui est incapable de mettre les moyens humains, de former les gens. Les entreprises, c'est l'emploi. Des partenaires sociaux parlent du parent pauvre. Dans la santé, il y en a des centaines de milliers à créer. Dans les EHPAD, avec des bons salaires qui ne fassent pas fuir les gens, des conditions de travail où on ne maltraite pas les malades. Monsieur Le Breton, ne maltraitez pas les entreprises. L'hôpital, parents pauvres, comme des partenaires sociaux de l'hôpital le disent, parents pauvres de la République? C'est le parent pauvre de la République, mais si avec la santé. On va parler de la justice tout à l'heure. Quand on parle des déserts médicaux, je me rappelle à une époque, on parlait des déserts médicaux dans les territoires ruraux. On disait dans certaines communes, petites communes, territoires un peu plus reculés, où il n'y a plus de médecins. Aujourd'hui, dans les villes, à Tours, puisque c'est la circonscription sur laquelle on se présente aujourd'hui, à Tours, c'est pareil. Vous avez des quartiers périphériques où il n'y a plus de médecins. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, quand il n'y a plus de médecins, la pharmacie est ferme. On en fait des déserts médicaux aussi à Tours, pas dans la région centre en général, mais surtout à Tours aussi. Messieurs, s'il vous plaît, monsieur Chalumeau, nous n'avons que 35 minutes malheureusement. Croyez-moi, j'aurais aimé faire une émission de 2 heures. De 2 heures avec vous. Et puis du service d'accès aux soins qu'on met en place justement pour les Tourangeaux. On va parler d'un autre dossier. C'est très important parce que ça permet à nos Tourangeaux d'avoir un rendez-vous via le 15, via le service d'accès aux soins. Je trouve que c'est un élément très positif. Je vous assure que France Télévisions et France 3 Centre-Val-de-Loire en particulier parlera de ces dossiers qui sont éminemment importants, bien sûr. Je souhaiterais, messieurs, que l'on parle de l'enjeu écologique. Je sais que ça vous concerne tous. On va ouvrir ce dossier. La Première ministre nouvelle, Elisabeth Borne, en est tout spécialement chargée. D'ailleurs, l'urgence écologique et le respect de l'environnement sont largement pris en compte aujourd'hui dans les esprits, mais dans les faits. Alors, les choses avancent, bien sûr, mais lentement à l'échelle humaine. Malgré les aides, une majorité de foyers ne peuvent pas accéder. Je vais citer par exemple la rénovation des logements passoires pour l'énergie, ne peuvent pas acheter un véhicule électrique pour se déplacer dans la circonscription ou alors aller au-delà. Malgré les aides, c'est difficile de mettre la somme de l'achat total. Alors en tant que député, quelle politique vous souhaiteriez mener pour les habitants, même les plus modestes, à participer activement, bien sûr, à cette transition écologique sans se retrouver financièrement exsangue et pour que l'écologie soit accessible
à tous et surtout pour qu'elle ne soit pas punitive. Charles Fournier. Moi, je vais vous dire, c'est pas l'écologie qui est punitive. C'est quand on ne fait pas d'écologie qu'il y a punition, et c'est toujours pour les mêmes. C'est ceux qui n'ont pas accès à l'alimentation de qualité, c'est ceux qui vivent dans les logements mal isolés, c'est ceux qui vivent dans les zones polluées, c'est ceux qui n'ont pas des moyens de locomotion qui puissent être pertinents. Et donc, je n'aime pas cette expression de l'écologie punitive. Elle arrange pour ne pas faire. Elle est l'occasion de ne pas faire. Et nous avons eu un mandat d'inaction climatique. La France a été condamnée sur ce sujet. Il y a eu la trahison de la Convention citoyenne pour le climat. Nous n'avons pas avancé. Nous n'avons eu cesse que de reculer les objectifs quand on ne les atteignait pas. C'est urgent. Les scientifiques nous alertent tous les jours. 3 ans, nous dit le GIEC, pour agir massivement. Et donc, il faudra agir massivement sur les énergies renouvelables parce que c'est ce que l'on sait faire à court terme. Agir massivement sur la rénovation thermique. Agir massivement sur écologie et justice sociale, et c'est possible. Quand vous baissez les factures parce que vous avez isolé correctement les habitations, vous agissez sur l'écologie et sur le social. Quand vous permettez aux gens de manger correctement, d'accéder à une alimentation de qualité, vous améliorez la santé des habitants, vous réduisez la facture et de donc santé. moins de pathologie, c'est ça, bien sûr. l'écologie. On va faire un tour de table très rapide parce qu'on va y consacrer malheureusement 4 minutes à ce dossier. Monsieur Joanneau, sur l'écologie. 3% pendant la présidentielle. Une des premières choses à faire, si on parle de pollution ou même de scandale alimentaire, etc., c'est de lever le secret commercial et le secret des affaires. Vous croyez qu'on aurait attendu 12 ans après la fermeture de la fonderie de Bléré pour savoir l'ampleur de la pollution aux métaux lourds qui intoxique en plein centre-ville? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, il n'y a plus d'usine, mais il y a un terrain qui est pollué. Et quand il y avait une usine, il y avait des travailleurs. Et la question, c'est qui va payer? Exactement, parce que maintenant, les patrons, ils sont partis sans laisser d'adresse et personne ne propose jamais de leur demander de compte à ces gens-là. Par contre, les travailleurs, eux, ils étaient intoxiqués tous les jours en allant bosser. Et ils savaient très bien les produits qui étaient utilisés. Mais quand les travailleurs qui sont partout, qui voient tout passer, à tous les échelons de l'économie, etc., disent ce qu'ils savent, eh bien, en fait, ils sont poursuivis. Ils risquent de perdre leur boulot. Alors, la société, elle marche sur la tête. Eh ben, elle serait sur ses pieds si c'était les travailleurs Monsieur qui la Ducamp, dirigeaient. votre priorité pour cette première circonscription d'Indre-et-Loire en matière d'écologie, première mesure que vous mettriez en place si vous êtes élu? Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur une petite chose. Non, mais je suis très rapide, promis. Moi, je trouve qu'en France, quand même, on en a déjà fait. Bon, on a été condamné, c'est vrai. Cependant, on n'a pas une ville française qui est dans les 500 premières villes les plus impactées par la pollution. Ça ne fait pas de nous des climato-sceptiques et évidemment qu'on prend en compte cet enjeu qui est primordial. Votre première mesure, si vous êtes élu, monsieur Ducamp? Nous renforcerons évidemment le nucléaire. Ça, on l'a défendu pendant la présidentielle. On le défend. Non, mais on l'a défendu pendant la présidentielle, on le défendra pendant les législatives. À Tours, évidemment, il faut développer les transports en commun. Nous sommes absolument La centrale la plus proche étant, je le rappelle, celle de Chinon. Oui. Pour les habitants de la région qui ne connaissent pas forcément la Touraine. Donc évidemment, il va falloir remettre en place une économie qui sera circulaire. Ça permettra un petit peu moins d'importer des affaires. Il faut savoir que notre plus grande pollution vient de l'importation. Je le rappelle juste comme ça. Alors vous êtes donc dans l'économie circulaire. Économie circulaire et oui au nucléaire et on ça. le renforce. Olivier Le Breton, votre première mesure en matière d'écologie si vous êtes élu? Vous savez, une première mesure, c'est pas ça. Ça travaille sur le temps. Il y a une bonne nouvelle déjà. C'est qu'aujourd'hui, je crois, dans toutes les familles politiques, vraiment, tout le monde, et moi je le vois vraiment au niveau des citoyens, au niveau des Tourangeaux quand je leur en parle, peu importe, j'allais dire, les classes, peu importe les classes sociales, tous maintenant et toutes ont pris conscience. On a une conscience qu'il faut faire quelque chose. Une volonté de transition écologique. C'est pas anodin. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. On ne peut pas aller faire une transition écologique contre les Français, contre les Tourangeaux. Il faut le faire avec. Il faut essayer. Et c'est ça notre enjeu, nous, députés. Ça va essayer de les convaincre, non pas par la force, non pas par l'intimidation, non pas par la punition. Pas d'écologie punitive. Bien sûr que non. Mais je finis. Mais leur faire comprendre. Nous sommes obligés de passer à M. Chalumeau. Mais leur faire comprendre que l'écologie, c'est aussi un formidable moyen. On a connu, nous, une nouvelle ère avec l'informatique, rappelez-vous, et Internet. Monsieur Chalumeau, aujourd'hui, la nouvelle ère, c'est l'écologie. Il faut faire comprendre aux citoyens qu'on peut faire. Moi, j'ai confiance, vous savez. C'est d'autant moins de temps que vous aurez à la fin de l'émission, J'ai confiance messieurs. dans les entrepreneurs. Je crois à l'innovation. J'ai confiance dans les collectivités locales. Ils font déjà beaucoup de choses. Et j'ai surtout confiance dans le citoyen. La réponse, elle n'est pas forcément là-haut. Monsieur Chalumeau, 20 secondes, voilà. ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vais aller très très vite. On a, je crois, changé de paradigme au cours de ce quinquennat sur la question de l'urgence climatique et on partage tous, bien évidemment, ce constat. Beaucoup de choses ont été faites quand même. Je veux citer 700 000... Non, on ne va pas avoir le temps de faire le tour de table. Monsieur, votre première mesure, si vous êtes élu en matière d'écologie. Je viens de réussir à obtenir un appel à projet de 3,8 millions pour construire des électrolyseurs avec du photovoltaïque à Neuilly-Pompière et à Sorigny. Je crois que pour développer les technologies
technologie hydrogène en Touraine. Je crois qu'on ne pourra pas stocker d'énergie renouvelable sans hydrogène. Donc ça, déjà, c'est un acte important. Et la mise en œuvre, justement, de ce plan, je on crois va que c'est faire un les élément tours de important. table maintenant. Chacun, vous avez un tour de table. 30 secondes chacun pour exposer votre mesure phare. On commence par vous, monsieur Ducamp, pour le Rassemblement national. 30 secondes. Bien. Bon, on aurait pu parler de beaucoup de choses pendant cette émission. On a oublié de parler de la sécurité. Bon, moi, je vais vous dire que je vais faire mon axe là-dessus. Sur la sécurité à Tours, c'est une véritable catastrophe. L'ANR, enfin la presse quotidienne, le relate souvent. Il y a des attentats, enfin des agressions, etc. La sécurité sera notre première urgence. Il va falloir réarmer les policiers, il va falloir en recruter, il va falloir les aider et les soutenir. Donc votez pour le candidat du Rassemblement national, c'est-à-dire moi. Charles Fournier, c'est à vous, 30 secondes. L'ensemble des forces de gauche et écologistes ont réussi à s'unir face à la gravité de la situation. Moi, ma proposition au Tourangelle et au Tourangeau, c'est une proposition de méthode parce que c'est ça sur lequel nous pouvons prendre des engagements. Je mettrai en place un parlement de circonscription pour garder un lien permanent avec les forces vives, avec les habitants de la région, pour construire et travailler avec eux sur les projets de loi que je porterai. J'en appelle à la mobilisation générale des jeunes, de la génération climat, des habitants des quartiers populaires, à toutes celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible. Le 12 et 19 juin, votez pour la NUP, votez Charles Fournier à Tours. Merci. Thomas Joanneau, c'est à vous pour Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, on présente des candidats dans toutes les circonscriptions. C'est pour permettre à tous les travailleurs d'abord de faire un vote de conscience, de montrer qu'on n'est plus dupe, qu'on n'attend plus après des sauveurs qui seraient issus des urnes, qu'on sait qu'il faudra se défendre et qu'on se défendra nous-mêmes. Par exemple, c'est comme ça qu'on obtiendra des augmentations de salaire, comme les travailleurs de la métropole et de la municipalité de Tours l'ont obtenu ces derniers jours. Un vote de révolte aussi contre cette société capitaliste qui nous mène dans le mur. Et puis enfin, un vote qui permettra de dire que les travailleurs font tout fonctionner, et ils devraient pouvoir décider de tout. On fera mieux que les spéculateurs et les capitalistes. Merci, monsieur Joanneau. Olivier Le Breton pour les Républicains, UDI et le Nouveau Centre. Le 12 juin, vous aurez un choix à faire, cher Tourangeau. Un choix à faire, il est assez simple. Vous devez voter pour votre nouveau député pour Tours. 3 grandes options se présentent à vous. 3 grandes options. Une option, j'allais dire mélenchoniste, qui s'opposeront systématiquement à tout projet gouvernemental. Une option candidat En Marche, qui votera, lui, aveuglement toutes les propositions du gouvernement. Et moi, je propose une 3e option. Ce sera l'option Le Breton, si vous le permettez. L'option qui dira que je suis, moi, le candidat de l'Union de la droite et du centre. Je suis Merci, monsieur Le Breton. Nous respectons les 30 secondes. Philippe Chalumeau, c'est à vous maintenant pour la majorité présidentielle. Tourangeau, je suis votre député depuis 5 ans. Vous le savez, j'ai travaillé sans relâche pour porter votre voix à l'Assemblée nationale et me montrer digne de vous. J'ai répondu à toutes vos sollicitations et contribué aux projets qui vous sont utiles au quotidien. J'ai conscience de la tâche qui reste à accomplir. C'est pourquoi je suis candidat. Élu de terrain, je souhaite mettre mon expérience et ma force de travail à votre service, au service de notre pays. Si vous m'accordez à nouveau votre confiance, je serai un député qui compte dans la majorité présidentielle et j'aurai à cœur de faire rayonner et réussir Tours et notre Touraine avec vous. Merci messieurs, merci à vous 5 d'avoir été